Ce programme vous est présenté par Be Proud, broadcast and events everywhere. Salut à tous, bienvenue pour cette deuxième émission de Midi aux IS, puisqu'il est midi et qu'on est aux IS, on a réfléchi, vous le savez, et on est reparti donc pour une bonne demi-heure d'émission avec des coulisses, des interviews, des reportages. On accueille tout de suite avec nous Jean-François Hoquet, qui est directeur régional Est du CESI, organisme de formation. On va y revenir. Bonjour Jean-François, bienvenue. Bonjour Mathieu. Mathieu Chanvière, évidemment, ce visage que toute l'Alsace connaît, évidemment désormais, avec nos partenaires d'Alsace 20, bien sûr, pour débuter cette émission. Jean-François, je disais, organisme de formation, vous avez été vous-même formé au sport, vous êtes un féru de sport vous-même? Alors, organisme de formation et école d'ingénieur, formé au sport dans mes jeunes années, féru de sport, oui, le tennis, mais ça remonte à quelques années maintenant, plutôt la course à pied aujourd'hui. Course à pied, voilà, pour s'entretenir et rester en forme. Exactement. Il faut. On va se tourner donc traditionnellement, j'ai envie de dire, vers Mathieu. Déformé par le sport, moi. Déformé par le sport, c'est ça, oui, c'est plutôt les troisième mi-temps, ça, ouais, manifestement. Ouais. Mais on va parler donc là sport avec les filles qui sont sur le cours. Et alors, il y a des Françaises. Il y a des Françaises. Et qu'est-ce que ça donne les Françaises, toujours, Mathieu? Eh ben, on a la moyenne, c'est pas mal. 2 sur 4 pour l'instant. Et puis le verdict pour basculer du bon côté, on verra ça tout à l'heure. Je vous emmène vous rappeler déjà ce qui s'est passé hier, si vous n'étiez pas sur le site ici des IS, avec 3 Françaises sur le cours. On commence avec Océane Dodin, cette jeune Lilloise qui, elle, s'est qualifiée avec un match un petit peu haché. Elle a été interrompue par la pluie alors qu'elle menait 5-0. Elle perd le deuxième set 6-1, elle a fait le boulot derrière pour sauver des balles de match et se qualifier. C'est fini en revanche pour Carole Monet, cette jeune femme qu'on a découvert vraiment sur le site ici. C'était son premier tournoi WTA. Elle a eu une grosse résistance face à la Belge Elise Mertens, 7-5, 6-4. Vous la retrouverez puisqu'elle a également bénéficié d'une wildcard dans le tableau final de Roland Garros à 20 ans pour la première fois de sa carrière. Carole Monet, retenez bien ce nom. Et puis c'est fini pour ma chouchou, je vous l'ai présenté hier, mais oui, je suis très triste. Julie Gervais, 700e mondiale, elle a fait le tournoi de sa vie, passée par les pré-qualifs, éliminée puis repêchée, passée par les qualifs. Elle jouait pour la première fois elle aussi un match d'un grand tableau en WTA. Pour la première fois de sa carrière, elle jouait une fille du top 100 mondial. Elle s'est inclinée avec les honneurs quand même 6-4, 6-2 face à la russe Sasnovich qui elle repasse donc. Ça nous fait donc pour les Françaises avec la qualification d'Harmony Tan qui était sur votre plateau ici hier. 2 sur 4 pour l'instant et puis le verdict de la 5e Fiona Ferro qui rentre en lice aujourd'hui. Je vais un petit temps mort dans ce que tu nous racontes. Harmony Tan était avec nous hier effectivement. Nous aurons Océane Dodin tout à l'heure également. Et ben voilà, top teasing qualifiée donc, qui est la deuxième française pour l'instant qualifiée pour les 8e. Entrée en jeu également hier de la patronne Karolina Pliskova, la Tchèque, 8e joueuse mondiale, tête de série numéro 1 du tournoi, probablement la grande favorite pour l'instant. C'est un gros palmarès, ancienne numéro 1 mondiale, 16 tournois à son actif, 16 finales également. Elle n'a fait qu'une bouchée, 6-4, 6-2 de son adversaire hier après-midi. Elle sera bien sûr au rendez-vous des 8e. Attention quand même, elle a eu, même si elle a fait une bonne impression hier, petit début de saison compliqué pour elle sur terre battue. Elle n'avait gagné que 2 matchs jusque-là sur terre, 4 défaites, donc elle arrive en quête un petit peu de sensations et de repères à Strasbourg. Et puis gros plan quand même sur la jeune belge qui a éliminé Carole Monet hier après-midi, Elise Mertens, tête de série numéro 4. Elise Mertens, donc c'est la première à Strasbourg, une des chouchous de Denis Negelen, l'organisateur du tournoi. Excellente joueuse de double, elle a gagné 2 grands chelems l'an dernier en double, tête de série numéro 4 de ses IS. À suivre assurément, elle est au repos aujourd'hui, j'espère l'occasion de vous en reparler demain. Elle est coachée notamment par le frère de David Goffin, l'ancien tennisman belge pro. Moi j'aime bien Elise Mertens. Ouais. Et puis à suivre. Une petite pièce sur Elise Mertens au bout du compte, ouais. Allez, bonne cote pour l'instant. Ouais, pourquoi pas. Et puis pour le programme du jour, donc la dernière française en lice, Fiona Ferro, elle rentre en lice. C'est le 2e match sur le central, le pour Patrice Dominguez. Ça sera donc ce lundi. Les 2 dernières têtes de série également. Sorana Cirstea qui fait grosse impression pour l'instant, la roumaine. Finaliste ici l'an passé, qui pour l'instant ne fait qu'une bouchée d'Ekaterina Makarova. Et la dernière tête de série, c'est Magdalinette, une autre habituée de Strasbourg. Et puis Harmony Tan, dont vous parlez, elle, puisque aujourd'hui c'est la fin du premier tour et le début déjà des 8e. Harmony Tan, donc votre invité d'hier, qui sera en lice aujourd'hui contre Marina Zanevska, qui, comme son nom l'indique, est belge, bien sûr. Et bien évidemment. Et oui. Et Harmony Tan qui devrait donc passer un tour supplémentaire, puisqu'on le rappelle, c'est notre chouchoute aussi. Voilà. Et que, ce qui lui vaut une place en quart de finale direct. Normalement, elle aurait dû, mais bon, voilà, il faut quand même jouer des matchs avant. C'est comme ça, oui. Que voulez-vous? Le règlement est dur. C'est le tennis, c'est terrible. Jean-François, ok, donc directeur régional Est du CESI. C'est 25 campus
partout en France, des centaines de formations différentes, mais en gros, pour rentrer un peu dans le détail, quand et comment on fait appel à vous? Pourquoi faire appel au CESI? Alors, on fait appel au CESI quand on veut se former, et on peut le faire à tout moment de la vie. Donc CESI, effectivement, c'est à la fois une formation d'école d'ingénieur avec plusieurs spécialités. On y accède juste après le bac ou après un bac plus 2. C'est aussi des formations métiers dans notre école supérieure de l'alternance où on se forme par l'apprentissage, donc en alternance comme son nom l'indique, entre des périodes en entreprise et des périodes en formation. Et puis on peut faire appel à CESI également quand on veut se former, même quand on a démarré sa carrière professionnelle, donc quand on veut compléter ses compétences, venir chercher un diplôme. Et puis je dirais enfin, les entreprises font également appel à nous pour former leurs salariés en interne. On appelle ça de l'intra dans notre jargon. Donc vous voyez que les conditions pour trouver des choses à faire chez nous sont multiples. On forme à Strasbourg un peu plus de 900 élèves par an dans tout le panel que je viens de vous exposer. Et donc il y a des joueuses de tennis qui viennent vous solliciter pendant le tournoi pour leur après-carrière? Alors non, parce que bon, si elles sont là sur le tournoi, c'est que leur carrière est en plein. Mais elles pourraient tout à fait le faire, effectivement. On a l'habitude d'avoir dans nos effectifs des sportifs de haut niveau qui bénéficient de ce statut. On fait intervenir aussi dans nos formations, notamment en management, des entraîneurs sportifs. Donc il y a une connexion tout à fait possible avec le monde sportif chez CESI. Ouais. Alors en Alsace, vous êtes basé à Lingolsheim, je crois, le campus. Est-ce qu'il a quelque chose de particulier ce campus par rapport aux 24 autres en France? Alors effectivement, on est à Lingolsheim, on est là depuis 1971, donc implanté depuis très longtemps dans la région d'Alsace. Nous avons dans le panel des formations CESI creusé ici deux spécialités, l'informatique, avec l'école d'ingénieurs qui propose ce cursus, et également le BTP, bâtiment et travaux publics, qui est l'autre filière de notre école d'ingénieurs. Et puis je dirais que sur l'ensemble des domaines que CESI adresse, sur lesquels il forme, vous trouverez votre bonheur chez CESI Lingolsheim. Notre intérêt, c'est vraiment d'être implanté dans la région et de travailler avec le tissu local, les entreprises locales. Et c'est pour ça qu'on a 25 implantations en France. Et les événements locaux, c'est la 4e année. Je crois que vous êtes partenaire, sponsor du tournoi. On est sponsor depuis 2019, effectivement. Ouais. Et je vous rejoins, Mathieu. C'est l'idée de s'insérer dans le territoire et de travailler avec les parties prenantes de ce territoire. On accompagne les IS parce qu'on retrouve des valeurs sportives qui vont bien chez CESI. L'engagement, l'esprit de compétition et de collaboration. Et puis ça vient aussi rencontrer des choses qu'on défend chez CESI, la mixité par exemple. On forme des ingénieurs en informatique, en BTP, on forme des gens en qualité, sécurité, environnement, en RH. Et on voit que les matières scientifiques attirent de moins en moins le public féminin. Donc on fait tout un tas d'actions autour et on veut montrer, entre autres choses, avec cet accompagnement des IS que les métiers scientifiques sont accessibles aux femmes comme aux hommes. Et puis maintenant on a une première ministre aussi, c'est un symbole. Depuis hier, effectivement. Voilà, un message qui est envoyé. Merci beaucoup Jean-François Oquet, donc directeur régional Est du CESI, d'avoir été avec nous. Alors, avec plaisir. Je vais vous laisser retourner donc vers le bar. Vous avez peut-être remarqué vous-même l'aménagement, les agencements. C'est le moment de la rubrique éco-responsable et vous allez voir que ça n'a pas été fait par hasard tout ça. Regardez. Nicolas Gérard, je suis le gérant de Harfan Événements. On est partenaire des internationaux de tennis de Strasbourg depuis 10 ans cette année et nous les accompagnons sur la signalétique et sur les agencements de tous les espaces du tournoi, notamment les espaces VIP que je vais vous présenter maintenant. Vous me suivez ? Chaque année, on a un cahier des charges très précis où on doit réfléchir à un agencement éco-responsable en sélectionnant nos fournisseurs, mais également les matériaux avec une réflexion d'éco-responsabilité. Et on a un sourcing tout au long de l'année sur la recherche de ces partenaires. Ici, on a un partenaire qui nous a proposé des assises avec du PVC 100% recyclé. Ici, c'est des paravents qu'on a réalisés qui sont en carton. Recyclés, recyclables. C'est pour ça qu'on a volontairement aussi laissé les petits pictos éco-responsabilité et produits recyclés, ce qui nous permet de faire des éléments hauts et de faire justement ce cloisonnement qui peut bouger et être agencé tout au long du tournoi, avec une embase en bois issue des forêts des Vosges. Tout le bois et tout le mobilier bois qu'on a réalisé et fabriqué sur le tournoi est issu de bois des Vosges. Un arbre coupé, c'est un arbre replanté. Donc on a toujours une réflexion avec nos partenaires sur leur engagement aussi éco-responsable.
Pour ces assises, donc on a deux types d'assises. On a ces assises hautes et les assises basses. C'est des bacs industriels. On voit ici les logos de ce carton qui est également éco-conçu, recyclable, recyclé. Et c'est un mobilier qui est fabriqué en exclusivité pour les internationaux de tennis cette année. Autre cloison que nous avons réalisée pour les internationaux, c'est des cloisons de différentes hauteurs. On a 3 niveaux de hauteur et qui sont réalisées avec du bois des Vosges par un menuisier vosgien avec qui on travaille, qui nous permet de créer des espaces plus intimes pour des privatisations ou pour des petits groupes durant les différentes privatisations des espaces. Nouveauté cette année, c'est une création en étoile, puisque quand on rassemble tous nos éléments, ça fait une grosse étoile. C'est des assises triangulaires avec un bois qui est entièrement recyclé à base de bois de déchets. Et c'est la petite nouveauté cette année. Et voilà pour ces aménagements, c'est assez incroyable en fait ce qu'ils ont réussi à faire. Alors je vous disais que cette émission elle était en direct, on est au cœur du village. Peut-être qu'au niveau de la régie, Brian, tu peux peut-être nous mettre un petit plan pour qu'on se rende compte effectivement de ce qui se joue voilà, à côté de nous, voilà, avec quelqu'un qui semble très inspiré par son accréditation. Mais en tout cas, voilà, vous voyez les agencements derrière, donc c'est plutôt sympa ce qui a été fait ici. Allez, on continue cette émission avec Constance Scherer, Constance qui va réaliser un défi qui est assez incroyable, qui consiste à gravir les 7 plus hauts sommets du monde, c'est-à-dire sur chaque continent, le plus haut sommet, en fait, plus précisément, le plus haut sommet de chacun des continents, plus précisément, parce que sinon tout se passerait dans l'Himalaya plus ou moins. Donc, déjà, explique-nous pourquoi ce projet qui peut paraître comme ça fou, en fait. Oui, c'est un projet un peu fou. Aujourd'hui, je serai la 2e Française à réaliser ce challenge, donc 20 ans après Christine Janin, qui l'a réalisé en 72. Et en fait, je réalise ce challenge en hommage à mon papa qui est décédé d'un cancer du pancréas en 2007. Et il se trouve qu'il y a maintenant tout juste un an, j'ai retrouvé une lettre où il expliquait qu'il souhaitait que ses cendres soient dispersées sur le plus haut sommet de chaque continent, donc le fameux Seven Summit Challenge. C'est pas évident forcément de découvrir cette lettre. Non. Et puis surtout d'y répondre parce que c'est quand même un défi hors norme. Comment tu t'y prépares ? C'est vrai qu'au moment où j'ai découvert la lettre, je ne savais pas forcément si j'allais aller au bout de mon challenge et 7 sommets. Et c'est finalement au fur et à mesure des mois et de la compréhension du challenge et aussi d'informations supplémentaires que j'ai eu, notamment un mail qui avait été transmis à Mike Horn en 2005, écrit par mon papa qui en fait souhaitait véritablement faire ce challenge pour lui. Pour faire quelque chose de sa vie et pour montrer, quelque chose de vrai de sa vie. À quel point quand on est malade, il faut être capable de continuer à se battre et c'est ça le message qu'il voulait faire passer. Moi aujourd'hui, le message que j'aimerais faire passer, c'est de montrer à tous les enfants qui ont un parent atteint de cancer qu'il faut continuer à vivre, il faut continuer à sourire, il faut continuer à croire en ses rêves et c'est pour ça que j'ai lancé aussi mon association pour 7 sommets contre la maladie, donc qui a pour but d'accompagner des enfants qui ont un parent atteint de cancer. C'est ça, parce qu'on va au-delà de la simple histoire personnelle. Voilà, il faut l'englober dans quelque chose de plus large, c'est ça, comme tu dis, continuer à croire en ses rêves. Et puis même quand on est malade, continuer à se battre, continuer à aller de l'avant, c'est le message fort en fait, quoi. Ouais, exactement. En fait, au début, je pensais pas forcément, créer une association et que ça devienne finalement peut-être une partie de ma vie, voire toute ma vie. Et c'est au fur et à mesure des mois où je me suis rendu compte que j'avais pas envie de rendre de faire ce challenge pour moi personnellement et rendre juste un hommage à mon papa. J'avais envie que ce soit quelque chose de beaucoup plus gros et qui puisse finalement aider beaucoup plus de personnes. Et je me rends compte aujourd'hui, surtout via les réseaux sociaux, à quel point déjà, ce que je fais à ma petite échelle peut déjà aider pas mal de personnes qui, comme moi, ont perdu un proche d'un cancer. Donc je suis hyper contente pour ça et j'espère que ça va continuer encore. Même si pour le moment, voilà, c'est le début, je suis encore en Master 2, je finis en septembre mes études et après je serai à 100% sur le challenge. Et tu es une ancienne skieuse ? Tout à fait. De haut niveau, la montagne, tu connais ? Oui. Tu connais ces dangers parce que souvent le problème c'est quand les gens vont dans un défi comme ça, les dangers de la montagne on ne les connaît pas très bien. Toi, qu'est-ce que tu redoutes finalement le plus dans ce qui t'attend ?
Alors ce que je redoute le plus, c'est ce que du coup les professionnels, les alpinistes, le premier français notamment qui a fait le Challenge 7 sommets, donc Jean-Pierre Frachon, et il y a d'ailleurs aussi Jacques Marmet ici, qui est le premier Alsacien qui a fait le Challenge 7 sommets, c'est la météo. C'est la météo qui est vraiment la clé de la réussite d'un sommet, très clairement. Si on est sur une tempête pendant plus d'une semaine et que évidemment on se fatigue beaucoup, ça peut ça peut compromettre, voilà, bien sûr. Ouais. Donc oui, c'est la météo le plus difficile. Après, il y a aussi le mental. Voilà, il faut se rendre compte de ce dont à quoi on va avoir droit sur les sommets et se préparer à toutes les options. Et puis, bien sûr, il y a le côté physique. Il faut être super entraîné, faire beaucoup de sport et se préparer à tout ça. Bon, où est-ce qu'on retrouve l'association si on veut suivre l'aventure ? Alors on retrouve sur à peu près tous les réseaux sociaux, mais je suis principalement sur Instagram, 7 sommets-du-bas Constance. J'ai aussi ma chaîne YouTube et puis si vous avez envie de soutenir le projet, c'est aussi possible via une cagnotte Hello Asso, 7 sommets contre la maladie. Bah parfait, le message est passé, j'espère en tout cas. Merci beaucoup Constance d'être passée nous voir dans ce village des IS. Alors ça c'est le gros défi. Nous on a des petits défis tous les jours, alors c'est beaucoup moins compliqué, hein. Vous allez voir, on vous fait gagner des petits cadeaux, des petits goodies. C'est le défi du jour, regardez. Bonjour à tous, aujourd'hui pour le nouveau défi du jour on est avec Wojtek et Marie. Le défi du jour c'est de mettre le plus de balles possible dans une main. Voilà, elles sont là les balles, à vous de jouer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, bon bah... Toi t'en as 6, Marie il faut que tu fasses mieux que 6. Bon, je sais pas si t'as réussi à en faire tenir 5 peut-être. Bien. Et voilà, 6 et 6. Bon, bah je crois que vous avez tous les deux gagné. Alors, hop, on vous remet petit sac de goodies. Merci beaucoup. Vous pouvez reposer les balles par terre, ce sera peut-être plus simple. Vous avez les petits goodies des partenaires dedans pour préparer l'été. Il y a quelques petits frisbees, ballons et autres. Donc voilà. Merci beaucoup. Bon après-midi. Au revoir, bonne journée. Retour en plateau et la petite surprise, la bonne surprise, c'est Océane Dodin qui nous rejoint sur notre plateau de Midi aux IS. Merci beaucoup Océane parce que je sais que tu es venue exprès pour nous parce que tu avais prévu de venir un petit peu plus tard, c'est ça ? Exactement. Ouais. C'était quoi le programme de la journée normalement ? Alors parle bien près du micro parce qu'il y a un petit peu de... Ok. Logiquement je vais m'entraîner vers 16h et en plus aux heures des repas c'est pas facile de m'avoir alors d'ailleurs j'ai faim. Mais oui non c'est avec plaisir. Bon merci beaucoup en tout cas d'être avec nous. Belle victoire hier, il a fallu s'accrocher hein, pour passer ce tour, 3-7, 7-5 au troisième. Qu'est-ce qui a fait la petite différence sur la fin de match ? Je dirais le mental, il y a eu beaucoup de rebondissements, ascenseur émotionnel avec les balles de match que je n'arrive pas à prendre à 5-4 et à 5-5, voilà, avec la fatigue qui commence à se faire sentir, mais heureusement il y avait le public qui était derrière moi et ça m'a vraiment poussé, motivé et voilà, c'était vraiment génial, il y avait une super ambiance. Ouais, ça fait du bien, on en parlait avec Harmonie Tan qui était là avec nous hier, elle disait voilà, à la fin du Covid, on enlève les masques, on voit les gens, le public est là. Tu le ressens sur le cours ? Ah bah oui, on le ressent, ça donne aussi un avant-goût avant Roland, donc c'est vraiment génial. En plus ici à Strasbourg, il y a toujours eu du monde, il y a toujours eu une super ambiance, donc c'est toujours un plaisir de revenir chaque année. Oui, puis il y avait pas mal d'enfants qui en plus qui étaient invités, du coup ça donne une ambiance un peu différente en plus. Ouais, c'était génial, parce que souvent les enfants en plus sont silencieux, ils osent pas trop, ils savent pas trop, et là c'était vraiment, ils y connaissaient à fond, il y en a qui ont dû perdre leur voix, c'était vraiment sympa. Un mot justement sur le tournoi, là quand vous allez vous entraîner là-bas derrière, pareil c'est ouvert au public, les gens viennent vous voir, c'est quelque chose qu'on apprécie aussi en tant que joueuse, d'être là vraiment au contact du public complètement quoi. Oui, en plus avec le Covid on avait perdu tout ça, donc on avait l'habitude des stades vides, des entraînements, des matchs vides, donc c'est vraiment super sympa, en plus c'est en France, donc les gens sont super avec nous, donc c'est génial. Mais oui, en plus on a craint de ne pas avoir beaucoup de Françaises, il y a quelques semaines encore, hein, puisque les classements actuellement ne sont pas... Voilà. Mais du coup on est content de vous avoir et puis du coup un jour de plus, tu ressens aussi un petit peu cette attente du public français ? Bah oui, on le ressent même durant les matchs, durant les entraînements, les gens sont là et c'est vraiment génial, les petits qui viennent faire des photos après, c'est vraiment super, c'est une ambiance
c'est tout ce qu'on aime, hein. C'est pour ça qu'on joue aussi. C'est vrai que c'était très triste quand il y avait le Covid, même s'il y a encore, mais où les stades étaient vides et on jouait, il n'y avait pas vraiment de sensation. Là, des fois, quand on joue, il y a les cris, les applaudissements, on a les petits frissons et ça nous avait vraiment manqué quand même. Bon, on a le sentiment que là, on est dans une phase un petit peu, même chez les hommes comme chez les filles, où on est un petit peu en manque de leader. Toi, il y a un objectif, retrouver le top 50. Est-ce que tu te places peut-être quelque part dans cette position de dire je peux être demain la numéro 1 française et puis voilà, incarner un peu une nouvelle génération? Oui, pourquoi pas. Bon, après, ça on ne peut pas savoir de quoi demain sera fait. Malheureusement, on aimerait bien, mais voilà. Après, moi, effectivement, j'aimerais bien repartir dans le top 50. Donc voilà, je prends chaque match avec beaucoup de motivation. Là, il y a des tournois en France, donc c'est vraiment génial. Et on verra bien avec l'objectif Roland-Garros, évidemment. Bien sûr, c'est le moment clé de la saison, forcément, en tant que Française. Oui, forcément, quand on a un grand chelem à la maison, on veut toujours bien faire. Ça rajoute un petit peu de stress aussi. Mais maintenant, ça fait quelques années, donc on devrait pouvoir gérer ça. La saison sur terre battue, quelque chose que tu aimes bien? Bon résultat à Marbella, Madrid pas trop mal aussi sur le niveau de jeu. Là, ça démarre plutôt bien aussi. Est-ce que c'est une surface que tu apprécies? Alors de base, non. Mais quand on a des résultats, oui. Exactement. Mais cette année, j'ai envie de vous dire oui. Donc voilà, cette année, effectivement, je joue plutôt bien pour l'instant. Donc c'est cool. Et puis bon, on verra bien sur les prochains tournois sur terre. Mais effectivement, de plus en plus, j'aime bien la terre battue. Bon, parfait. Écoute, merci Océane d'être passé nous voir. Merci beaucoup. Alors regarde, reste avec nous parce qu'on a une petite chronique un petit peu historique autour de ce tournoi qui est réalisé par nos confrères des Dernières Nouvelles d'Alsace, le journal local, si tu ne sais pas. Et tu vas voir que parfois, il y a des parcours assez étonnants lors de ces IS. C'est parti. Bonjour, chaque année depuis 36 ans, le tableau final des IS accueille des joueuses qui sont sorties des qualifications. Alors les qualifs, c'est un petit tournoi qui se joue généralement 2 ou 3 jours avant le grand et qui permet à souvent 4 joueuses de rejoindre les meilleures. Alors le plus souvent, les joueuses qui sortent des qualifs, elles ne font pas vraiment de vieux os, elles ont déjà 2 ou 3 matchs dans les pattes, souvent en 3-7. Elles sont plus ou moins essorées et disparaissent généralement au premier ou au deuxième tour du tableau final. Mais dans l'histoire du tournoi, à 4 reprises, il y a une joueuse qui a réussi le tour de force de sortir des qualifs et d'arriver jusqu'à la grande finale, mais jusqu'à aujourd'hui, aucune n'a jamais réussi à gagner. Alors ça commence en 1997 où la Croate Lukic, Mirjana Lukic, arrive en finale et se fait battre par l'immense Steffi Graf. On est ensuite en 2003. Encore une Croate, Karolina Sprem, 165e mondiale qui sort des qualifs, elle balaye tout sur son passage, mais elle ne passe pas la dernière marche où elle est battue par l'Italienne Silvia Farina-Elia, qui signait d'ailleurs cette année-là sa 3e finale d'affilée. Ensuite, on se retrouve en 2014 avec l'Espagnole Silvia Soler Espinosa, elle est 115e et elle réussit la même échappée, elle sort des qualifs, elle arrive en finale, mais là c'est la portoricaine Monica Puig, championne olympique, qui s'impose. On est en 2016 et revoilà Mirjana Lukic. On est presque 20 ans plus tard après son exploit. Et là, elle refait le même coup, sauf que le gag, c'est qu'en fait, ce jour-là, cette année-là, elle a oublié de s'inscrire au tournoi. Elle est 50e, elle avait largement sa place dans le grand tableau, mais elle est obligée de passer par les qualifications. C'est pas un problème pour elle, et elle refait le même passage que 20 ans plus tôt. Elle gagne tout, elle arrive en finale, mais là aussi ça coince, et c'est la Française Caroline Garcia qui gagne la finale. Donc là aujourd'hui nous sommes mardi et il reste 4 joueuses sorties des qualifs encore en lice. On a 2 Russes, une Bélarusse et une Bosnienne. On se demande ce qu'elles vont nous réserver. Alors on se demande ce qu'elles vont nous réserver. Alors Océane a gentiment accepté de rester encore 2 minutes de plus. Océane, quand tu vois ça, qu'est-ce que ça t'évoque? Des joueuses sorties des qualifs qui vont jusqu'en finale d'un tournoi. C'est des histoires qui sont incroyables. Ah bah c'est incroyable, moi ça me fait surtout penser à Emma Raducanu qui l'a fait à l'US Open. Alors elle c'est encore plus incroyable parce que c'est dans un grand chelem et elle n'avait pas joué beaucoup de grand chelem avant, donc ça doit être incroyable. Je pense qu'aussi la confiance joue beaucoup, plus on gagne les matchs, plus on est en confiance, on ressent pas beaucoup la fatigue et ça doit faire des souvenirs exceptionnels. Bah oui. Bon, tu fais attention parce qu'il y a encore 4 joueuses issues des qualifs, donc si jamais tu te méfies. Hein. Alors je sais pas si tu veux rester avec nous, si tu as des obligations. Tu peux y aller, on peut te libérer, il n'y a aucun souci. Obligation de se nourrir. Exactement, non, je ne voudrais pas qu'on soit responsable de quelque chose, d'une contre-performance. Non, donc on te libère. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous au Océane. Hop, je me pousse. Et Anne Corbet, qui nous a rejoint entre-temps, directrice de la communication de la SNCF. Oui, alors. Comment allez-vous ? Eh bien, bien, on se retrouve il fait année beau, après année. Exactement, on est toujours fidèle au poste. Toujours partenaire. Et ravi d'être là. Ouais. Pourquoi ? Première question, toute simple, toute bête, mais pourquoi ?
C'est vrai qu'on voit rarement SNCF dans les grands événements sportifs, sauf les Coupes du Monde, les JO et ce genre de choses. Mais les IS, c'est un peu, je ne vais pas dire une histoire d'amour, parce que ce serait présomptueux, puis ça fait que 6-8 ans que ça dure, donc ça peut être une longue histoire d'amour. Mais ils m'ont tapé dans l'œil, on s'est tapé dans l'œil respectivement, je ne sais pas. La démarche éco-responsable forte, très forte des IS nous touche et fait écho forcément à la démarche proprement éco-responsable du transport ferroviaire par excellence et du train et de ce que SNCF essaye de porter au quotidien. Donc on s'est retrouvés au bon endroit. Et si on peut faire un bout de chemin ensemble pour la même lutte finalement, pour la planète, c'est plutôt pas mal. Vous avez un vrai rôle à jouer à ce niveau-là. Là, il faut mettre le paquet en ce moment, la SNCF. Il faut mettre le paquet, il faut que les clients reviennent au train, parce que c'est vrai que le Covid nous a quand même pas aidé beaucoup, mais voilà, ça c'est le lot de toutes les entreprises. On retrouve les clients progressivement, mais c'est vrai qu'il faut avoir en tête que sur les émissions carbone, 10% des émissions carbone, elles viennent du transport de manière générale. Le train, c'est seulement 0,5% de ces 10. Donc finalement, c'est pas grand-chose. Donc on se dit bien que le train, c'est un transport complètement éco-responsable et qui respecte la planète. Et là-dessus, finalement, notre seul enjeu à nous, c'est d'avoir encore plus de trains, encore plus de gens dans nos trains. Et plus on a de gens dans les trains, plus on fait baisser l'émission de carbone. Sur la planète. Donc c'est un vrai... On se dit qu'on a un peu plus d'1 million de clients qui chaque jour prennent le TER en France et qui du coup laissent leur voiture individuelle à la maison. Alors si on avait plus qu'1 million, toujours plus, ça fait toujours plus de monde dans les trains et toujours moins d'émissions de carbone. Et moins de bouchons, et moins de pollution. Et plus de qualité de vie, et dans le train on peut faire plein de choses. Voilà. Donc, et en plus les trains à hydrogène aussi qui arrivent aussi, ça va être encore une autre étape dans les énergies renouvelables. Alors on se lance là-dessus. Alors ça bien évidemment avec l'aide de la région, puisque c'est la région qui est l'autorité organisatrice sur le transport ferroviaire régional. La région en Grand Est a commandé 3 rames hydrogène, plus 2 en option. Donc oui, ça va arriver, ça arrive. On travaille également, on a des rames qui circulent au colza, on a des rames hybrides. Enfin voilà, on essaie de diversifier effectivement nos types de matériel pour toujours moins d'émissions et toujours plus de planètes préservées. Et je crois qu'on a accès à un comparateur de carbone, de CO2 entre selon si vous faites le trajet en voiture pour aller, je sais pas, en Bretagne par exemple, ou si vous prenez le train, je crois que vous mettez ça aussi à disposition pour qu'on voit bien effectivement la différence. Mais en fait, c'est aussi beaucoup une question d'éducation. Les gens ne savent pas forcément. Alors, il existe sur SNCF Connect pour la grande ligne, mais on l'a lancé sur le Grand Est pour le TER proprement dit, parce qu'en fait, on commence par là. Quand on va, notre premier ennemi, c'est l'autosolisme. C'est celui qui prend sa voiture tous les jours pour aller travailler pour plein de raisons de confort ou plein de raisons particulières. Parfois, il ne peut pas faire autrement. On est en horaire décalé ou des choses comme ça. Oui. Mais il y a plein de gens qui prennent leur voiture individuelle au quotidien pour aller travailler, qui pourraient tout à fait... je dirais 7 Français sur 10 sont à moins de 5 km d'une gare. Donc ça veut dire que potentiellement, il y a encore plein de gens qui pourraient abandonner leur voiture, prendre le train. Et donc sur TER Grand Est l'année dernière, on a lancé cet éco-comparateur. C'est tout bête, c'est sur le site du TER Grand Est. Vous tapez votre véhicule, qu'il soit électrique, enfin l'électrique va venir bientôt dans l'outil, mais vous tapez votre véhicule, vous tapez votre transport, votre trajet, votre domicile-travail, ce que vous faites avant-après. Et l'éco-comparateur va vous calculer combien vous émettez, parce que déjà, avoir conscience de ce qu'on émet quand on vient en voiture versus si on prend le train, c'est déjà ça commence par là. Voilà. Ça commence par là. Et accessoirement aussi, combien ça vous coûte en termes de différence de coûts individuels à chaque fois. Et je pense que ces deux choses-là conjuguées sont de bons arguments pour permettre à beaucoup de gens de se convertir. Mais voilà, il faut en parler, il faut le faire savoir et il faut changer les pratiques et les mentalités. Bon, on a une petite question à titre personnel. Vous êtes branché sport ? Vous en faites ? Oui, je suis à fond tennis, je suis à fond rugby, donc il y a plein de choses là qui se passent ces prochains jours ici. D'accord, donc là vous êtes bien content d'être là en fait, ça vous va très bien. Ah bah moi ça me va bien, mais bon après, ce serait un engagement éco-responsable quoi qu'il arrive, c'est d'abord ça en premier, mais oui, moi je suis une joueuse de tennis et je suis classement. Non, je suis plus classée, non, je faisais ça quand j'étais jeune, mais pour le plaisir. Ouais, vraiment. Le plaisir, c'est ce qu'il y a de mieux. J'ai vu Océane hier, c'était top, c'était top de l'avoir joué, j'espère qu'elle va pouvoir continuer sur sa lancée et bien représenter la France, c'est super. On espère. Merci beaucoup en tout cas Anne Corbet d'avoir été avec nous. On va enchaîner avec une autre chronique habituelle, c'est l'auto-interview proposée par l'Espace H. Tu t'appelles comment et tu fais quoi dans la vie? Alors, je m'appelle Sabrina Keller et je suis présidente de l'association Femmes de Foot.
Ton meilleur moment aux IS, il y en a plein. Moi, j'adore les IS parce que j'y retrouve plein de gens que je connais. Ta joueuse de tennis préférée? Alors moi, c'est les anciennes. Hein. J'adorais Gabriela Sabatini, que je trouvais magnifique, Lena Vratilova, toutes ces filles-là, et Steffi Graf. Voilà, j'adore Steffi Graf. Tu es bien installée? Tu penses quoi de ce modèle 100% électrique? Je suis super bien installée. C'est top, la voiture électrique, c'est la voiture de demain. Une technologie automobile dont tu ne peux plus te passer? Le GPS. Parce que j'arrive encore à me perdre, même dans Strasbourg. Question au tac au tac. Foot. Après, rien ne remplace l'émotion d'être dans notre cher Méno. Les deux. Il y a des périodes pizza qu'il faut compenser par des périodes quinoa. Voilà. C'est tout l'équilibre qu'il faut trouver dans la vie. Campagne. Ouais, je suis pas très ville. Orangerie. C'est quoi Femme de foot? Femme de foot, c'est la solidarité. J'œuvre maintenant depuis 5 ans en ayant fondé l'association Femme de foot pour aider toutes les générations sur notre territoire, notamment les femmes atteintes de cancer du sein. Et cette semaine aux IS, on va un petit peu en parler de cette sensibilisation et de cette maladie qui touche une femme sur 8. Comment est née l'association Femmes de foot? L'association est née d'un pur hasard. J'ai remporté un prix, enfin le Racing a remporté un prix pour la meilleure expérience stade catégorie femmes. Et il y avait 10 000 € à la clé. Je n'ai pas su, en tout cas je n'ai pas trouvé ce qui me convenait pour les reverser à une association. Donc j'ai décidé de créer la mienne. Est-ce que c'est toi qui dessines les collections Femmes de foot? Oui, en partie. L'idée c'était aussi surtout de trouver des tenues qui puissent plaire aux filles dans différents sports et surtout que cette capsule soit totalement solidaire. C'était quand le match Racing PSG, c'était top. On est poussé par ce stade et on sent l'envie des joueurs et c'était pas Paris qui était magique ce jour-là, mais bien le Racing Club de Strasbourg. Chante-nous ton hymne préféré du Racing. Un seul amour et pour toujours, Racing Club de Strasbourg. Allez, allez. Cette auto-interview vous a été présentée par l'Espace H. De rien. Ah mais d'accord. Et oui, un seul amour et pour toujours, Racing Club de Strasbourg. On aura peut-être des invités d'ailleurs du Racing dans la semaine. Alors tiens, on va jeter un œil un peu sur ce qui se passe dans le salon VIP, voilà, le bar à champagne, des gens qui sont contents de se retrouver, qui passent un bon moment. C'est aussi ça les IS, c'est un moment de convivialité où on se retrouve. Alors les IS, meilleur tournoi, j'ai envie de vous dire, meilleur tournoi. Oui, mais pourquoi c'est le meilleur tournoi? Et bien ça, c'est avec 7 sur 7 qu'on a la réponse. Eh ben, tu sais quoi, moi je suis bien content de revenir aux IS parce que c'est quand même le meilleur tournoi. Et le meilleur vraiment? Bah oui, enfin un des meilleurs quoi, enfin c'est bien quoi. Attends, c'est le meilleur ou c'est pas le meilleur? Faudrait savoir. Déjà, c'est un tournoi qui est éco-responsable. Les joueuses, elles viennent en voiture électrique, on trie les déchets, et pour compenser encore tout le carbone qui est émis, on plante des arbres. Planter des arbres sur les cours? En forêt? Et puis bon, regarde, si on parle du plateau, t'en as quand même 20 du top 50 quand même. Quoi, il y a Aya Nakamura et Camila Cabello qui viennent? Elles jouent au tennis. Ah, top 50 du tennis, excuse-moi. Et puis rien que pour la restauration, regarde. Ça au moins c'est quelque chose que tu comprends la bouffe. Et ben tout est local, frais, de saison, Alsace, tout ça. Ouais, c'est vachement bien ça. Ah oui, c'est vachement bien, bien sûr. C'est bon, j'ai le repas de ce soir. J'espère que t'aimes le mulot. Quoi? Ah, frais et local, t'as dit, hein. Écoute, ce que tu dois retenir, c'est que, bon, allez, ok, on enlève Roland Garros, sinon à part ça, c'est THE événement féminin de l'année en France. Mais mieux que le volleyball féminin? Oui, bien sûr. Mieux que le Tour de France? Mais largement. Mieux que Lyon PSG en féminin? Oui. Mieux que... Oui, bon, bah, ça va, on a compris, c'est bon. Oui, c'est mieux, voilà. Ok.
Et voilà pour ce 7 sur 7 qui referme l'émission. 7 sur 7, c'est mon petit bébé, hein, vous l'avez compris, vous l'avez vu, donc n'hésitez pas à retrouver sur les pages Facebook, Instagram. Bah voilà, c'est la fin de cette émission, c'est l'heure d'aller manger, d'aller boire aussi, pourquoi pas un petit coup, puisque c'est l'heure de l'apéro. On se retrouve demain midi, précisément également, pour un 3e numéro de Midi aux IS. Salut à tous, bon appétit.